Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cinéma sur écoute. Le cinéma du TNB n'est pas tout à fait comme les autres. Classé art et essai, labellisé jeune public, patrimoine et recherche, il est surtout au cœur d'un théâtre, le Théâtre national de Bretagne. Le TNB réunit 27 artistes associés venus de tous horizons. Leur regard déplace ce lieu de création vers de nouveaux territoires imaginaires, artistiques et géographiques. À l'image du théâtre, la programmation du cinéma est aventureuse et audacieuse. Elle conjugue les films les plus contemporains à ceux du répertoire. Je suis Stéphanie Jaunet, coordinatrice du cinéma au sein du TNB. Dans ce lieu incroyable, je serai votre guide. Épisode après épisode, je vous emmène dans certains endroits cachés du théâtre, en compagnie de celles et ceux qui, toute l'année, accompagnent généreusement les films vers les spectateurs et spectatrices. En déambulant avec mes invités dans les coulisses de ce vaste lieu de création, nous nous interrogerons sur un sujet cher à l'équipe du cinéma, le matrimoine, soit les femmes qui ont fait et qui font le cinéma. Pour mon premier épisode, j'ai choisi de m'entretenir avec Yola Le Caïnec. Elle est enseignante en lettres, philosophie et cinéma en classe préparatoire à Rennes. Ses recherches ont porté, entre autres, sur les images de la femme dans la littérature fantastique. Parmi ses faits d'armes, elle a soutenu une thèse sur le féminin dans le cinéma de Cucor. Elle collabore pour divers événements, comme le Festival du film de femmes de Créteil. J'ai eu la chance de l'accueillir récemment à l'occasion de nos rétrospectives sur Ida Lupino et Kinuyo Tanaka. Pour parler de cinéma de matrimoine, elle était donc l'invitée rêvée. Et comme le TNB ne manque pas de lieux inspirants, je l'ai emmenée dans un lieu qui en ferait rêver plus d'un ou plus d'une, la réserve des costumes du théâtre. Ah, formidable. Alors là, oh là là. Donc on est ici dans la réserve des costumes du TNB, puisqu'on a un atelier couture, on crée des costumes pour le spectacle. Et du coup, quand on a discuté l'autre jour de ces femmes qui pouvaient endosser un costume ou un masque pour se mettre dans le moule, pour pouvoir passer à la réalisation, je me suis dit, tiens, ce serait un chouette endroit qui ferait écho à cette discussion. C'est voilà. Intéressant. On a des costumes, alors je ne sais pas combien il y en a, des centaines de costumes avec des tissus différents, différentes époques, des costumes d'hommes, de femmes, d'enfants également. Ce lieu me fait penser que dans la place de la femme dans le cinéma, la costumière, et on dit souvent des costumières, c'était le rôle des femmes oui, et leur, dans le cinéma comme dans le théâtre. C'était même très important parce que cela participait de la représentation des femmes à l'écran. Comment on habille une femme à l'écran. Le cinéma qui épouse le point de vue patriarcal va aller vers la sexualisation des femmes, voire l'hypersexualisation des femmes qu'avait connue Ida Lupino au début des années 30 quand elle arrive à Hollywood. Et donc il peut y avoir une action indirecte sur cette sexualisation des femmes à l'écran par le costume, en agissant différemment. Kinuyo Tanaka aussi, au Japon, agit très précisément là-dessus parce que le vêtement a fait partie d'une critique qu'elle a reçue en revenant des États-Unis en 1949, au même moment où Ida Lupino passe à la réalisation aux États-Unis. Kinuyo Tanaka est envoyée comme ambassadrice du Japon aux États-Unis. Elle est partie en kimono et qu'elle revient quand elle descend de l'avion en costume contemporain occidental. Et il y a eu beaucoup de critiques. Ça va faire partie de l'image que Kinuyo Tanaka va avoir auprès de la presse, auprès du public, exactement au moment où elle passe à la réalisation. Probablement, ça va même favoriser son passage à la réalisation, d'une certaine façon paradoxale. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment la partie années 50.
C'est une période de grande contrariété pour les femmes, en fait, qui, après la guerre, ont connu un moment d'expression et d'émancipation. Et puis, voilà, il y a une grande claque qui leur arrive dans les années 50. On leur demande d'à nouveau rentrer dans le cadre familial, de l'image maternelle, et ça va se traduire sur les robes, qui vont plus prendre une forme sculpturale, alors que, si on se souvient de la mode des années 20, des années 30, les corps sont beaucoup plus libérés. On voit bien les dessins très rigides des robes des années 50, avec une bonne longueur sous les genoux. Ça, c'est un peu trop long, je pense. C'est aussi des vêtements, je pense, assez compliqués à mettre et qui obligent le corps. Et c'est exactement ce moment où on amène les femmes dans une cuisine et on leur dit « Alors, c'est bien parce que pour vous, on a inventé des nouvelles machines pour faire la cuisine. » C'est un bon signe, ça, qui n'est pas années 50 ici. Ça veut dire... Ah, si, c'est là. Alors ça, c'est assez... Ouais, ça, je pense que ça, c'est pas mal. Voilà, 50-60. Ça me rappelle des robes de Lana Turner, le poids. Donc là, on a la robe, le jupon. Ouais, voilà. Et regarde comme elle est. Tu vois, là. Cintrée, si quand on, même. On zip. Hein. C'est-à-dire que le zip, c'est vraiment, il est sur le côté. Là aussi, tu vois, c'est dès que c'est un peu serré à la taille, et ça, c'est infernal à porter. C'est infernal. C'est à l'envers du pantalon, hein. C'est vraiment à l'envers du pantalon. On est obligé, on est dessiné. Voilà, ce sont des femmes qui sont redessinées. On pourrait dire ça dans les années 50, refaçonnées par le vêtement. Je crois que j'ai jamais vu Katharine Hepburn dans une robe comme ça, dans un film. Faudrait que je réfléchisse. Mais il me semble pas. D'ailleurs, Katharine Hepburn, c'est Dorothy Arzner qui va la présenter en pantalon en 1933 pour la première fois. Mais c'est pas le premier film de Katharine Hepburn. Ouais, c'est très beau, mais c'est très difficile à porter. Moi, je ne porte pas de robe, mais sauf au Festival de Cannes. Mais ça, faut venir avec moi pour le voir. Pourquoi tu prends pas les costumes? Ah, ça, là, c'est génial. Voilà, ça, on va un peu vers les années 60, mais ça s'arrange pas dans les années 60. Hein. Les années 70, ça s'arrange un peu, mais c'est uniquement dans le sens du désir patriarcal. Donc, c'est une mode qui hypersexualise les femmes. On est assez tranquille en fait dans les années 20 où les corps sont très libres sous les robes amples et se dessinent assez librement, où d'ailleurs il n'y a pas de soutien-gorge. Quand j'ai commencé, donc ça fait longtemps, à travailler sur les réalisatrices, immédiatement cet intérêt est né du parallèle entre Ida Lupino et Kinyo Tanaka. Ça m'a absolument étonnée, surprise, de découvrir un travail similaire. Et un parcours similaire aussi. Et un parcours similaire, le passage par l'actrice, la muse. Oui, tout à fait. Quand on regarde leurs films, c'est étonnant de voir les croisements et les préoccupations communes, notamment sur la question de la représentation des femmes. Il y a à un moment une nécessité qui s'impose de passer à la réalisation. Pourquoi ? Peut-être que les femmes qui passent à la réalisation sont aussi des spectatrices. On oublie cela. Elles sont allées vers ces métiers parce qu'elles reconnaissaient, elles identifiaient le cinéma comme un art, comme un moyen d'exprimer, de rechercher quelque chose de l'humain. Et c'était le fait que les femmes n'étaient pas représentées comme elles auraient aimé qu'elles soient représentées à l'écran. Voilà. En tout cas, moi, ça me touche énormément. Ça, c'est très simple. Je vais au cinéma et je regarde les femmes à l'écran et je me dis, mais c'est pas du tout comme ça que j'aurais fait. Cinéma sur écoute. Kinyo Tanaka, ça l'exprime très clairement. Il dit j'ai porté à l'écran des personnages féminins que
le regard, je ne dis pas des hommes, je dis le regard patriarcal, la norme de représentation dominante, eh bien cette norme n'aurait pas pu faire ce que moi je fais. Donc j'apporte autre chose. Et Alice Guy, je pense que c'est ça qui a aussi porté son travail. On parlait d'Ida Lupino, qui a été hyper sexualisée quand elle arrive à Hollywood, elle a 16 ans et elle va incarner des rôles de femmes de plus de 20 ans. Et c'est pas ce qui l'intéressait. C'était autre chose. C'était au contraire de construire des personnages complexes, de composition et qui traduisent la richesse de la condition humaine. C'est vraiment ça qui intéressait Ida Lupino, ce qu'elle appelle les bewildered, les êtres désemparés, ce que nous sommes tous. Don't talk like that. We're gonna be married right away. I want you. I want to live with you. I want to have kids with you. We can be happy like other people. We're not like other people. I don't want to get married ever. I don't want you to touch me. Everything's dirty, filthy and dirty. Anne, listen. We can live away from here. Somewhere else if that would help. Sure. You've seen them staring at me, wondering, talking. Yes, we could run, but not far enough. Shut up. And you'd always be thinking about what happened. You'd never forget. Shut up. Donc, l'autre aspect, c'est, et d'ailleurs Ida Lupino le fait, c'est la production. Voilà, je suis une actrice, je veux passer de l'autre côté des caméras. Comment moi, je vais pouvoir exprimer les choses différemment si je suis sous la chape de plomb de ces finances patriarcales. Donc Ida Lupino va choisir, comme d'autres, je pense à Lois Weber, je pense à Gloria Swanson, de construire leur propre société de production. Comment elle trouve les financements, du coup, dans ce contexte-là ? C'est pas inhabituel. C'est Annette Kuhn qui a travaillé sur Ida Lupino qui m'a fait comprendre quelque chose de très important. C'est que considérer l'histoire des femmes au cinéma, c'est pas justement traduire l'exception. C'est montrer que c'était finalement pas si surprenant. Il y avait à Hollywood et dans les industries du cinéma, je pense là au niveau mondial, une armée de femmes qui travaillent, mais qui sont invisibles. En 1949, quand Ida Lupino monte sa société de production, c'est précisément le moment où les grands studios s'affaiblissent parce qu'ils ont perdu ce qu'on appelle le monopole d'exploitation. Se montent alors à ce moment-là beaucoup de sociétés de production indépendantes qui tentent leur chance parce que d'un seul coup, les couloirs de la distribution s'ouvrent, s'éclaircissent. Donc Ida Lupino monte sa société. Mais dans les principes de sa société de production, il est celui que les films doivent être peu coûteux. On fait le cinéma différemment. On n'est plus dans des super productions. Donc il s'agit de découvrir des jeunes talents, c'est-à-dire des visages non connus sur les écrans hollywoodiens, de ne pas dépasser je crois que c'est $130 000, $140 000 par film. C'est-à-dire d'instruire la façon dont on fait le film pour pouvoir elle-même contrôler tous les aspects de la création. Oui, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au costume, notamment. Et dans la société de production qu'elle monte avec son mari, ça on en reparlera, c'était l'idée de pouvoir se partager les tâches. Elle voulait surtout être scénariste, elle voulait écrire. Et puis elle va être propulsée réalisatrice. Mais elle a été aussi productrice. Et Ida Lupino avait quelque chose d'assez représentatif, je pense, pour des femmes qui passent à la réalisation. Elle avait un surnom qui lui était donné d'ailleurs par une autre femme, Sally Forrest, qui a été un peu son double à l'écran dans ses premiers films. Qui était Mother, non, c'est ça ? C'est elle qui était surnommée Mother ? Mother, tout à fait. Ouais. Ça a été terrifiant pendant les années 70, c'est-à-dire ça a créé un malentendu gigantesque. C'est-à-dire qu'on n'a pas saisi la particularité de sa position à ce moment comme femme, que c'était probablement la seule façon pour elle de faire les films et les films qu'elle voulait faire. Donc en utilisant cette image maternelle. Donc le travail est au niveau de ces codes et ces normes. Comment on va faire en sorte que d'un seul coup, les représentations vont se libérer et se diversifier. Comment ? Là, j'en arrive à Dorothy Asner. Son cas est vraiment intéressant parce qu'elle a porté à l'écran le désir homosexuel féminin.
Elle était chez Paramount en même temps qu'Ida Lupino. Et Dorothy Arzner n'a pas monté de société de production, ne s'est pas associée avec son mari, pas confondu vie privée et vie professionnelle. Et elle est arrivée au cinéma par la technique. Alors elle était scénariste et puis aussi monteuse. On dit qu'elle a inventé la perche. Donc je trouve parce que du coup, elle, sur ce que j'ai lu sur la création de la perche, c'est que du coup, c'est avec l'arrivée du parlant et des micros, pour libérer le corps de la femme face à un micro, elle a inventé la perche pour cette souplesse-là. Enfin, c'est très important parce que justement, le moment où on va alourdir les tournages, les plateaux, rigidifier les représentations, empêcher l'expression des corps, l'expression des êtres, et créer de l'aérien par le son. Et c'est génial. Je voulais ajouter une chose, parce qu'on n'a pas parlé pour cette question de la représentation de Vera Rytilova, une réalisatrice tchèque qui a fait des films bombes et qui a fait exploser tous les codes. C'est extraordinaire. Muratova n'est pas russe, mais formée à Moscou dans une école de cinéma. Rytilova est formée dans l'école de cinéma tchèque, où elle est la première femme dans cette école de cinéma. Quand elle passe à la réalisation, qu'elle est surtout connue pour les Petite Marguerite en 66, ces films, elle fait pour voir comment on pourrait faire tout exploser, tous les codes. Je pense qu'il faut regarder le cinéma de Rytilova. Alors Rytilova le fait dans les années 60 et puis elle continue, mais j'ai l'impression que c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est la charge mentale des femmes réalisatrices. La charge, on va dire, peut-être créative, artistique. Et il faudrait que ce soit pris en charge par tout le monde, de façon, il faut que ce soit partagé. Et peut-être reconsidérons l'histoire du cinéma à l'aune d'un ailleurs des représentations. Quittons la base que nous partageons, il faut la considérer comme appartenant au passé. Pour aller vers cet ailleurs, il me semble important, et donc merci beaucoup Stéphanie pour cette invitation. Il me semble important de renouveler le discours. Et cela me rappelle ce que dit Mala Powers dans Outrage en 1950. Elle joue donc Anne Walton, la jeune femme qui est violée. Le film raconte sa reconstruction. Mala Powers dit « Ida Lupino n'était pas féministe, elle était une amie ». Et moi, j'ai envie de dire, le féminisme, je pense aussi aujourd'hui que c'est une affaire d'amitié. Non, mais c'est magnifique. Écoute, je crois que là, tu fais une super transition avec notre prochain invité, puisqu'on aura Prisca Morisset, qui est enseignante à Rennes 2 et qui va venir nous parler des femmes dans la technique du cinéma lors de notre prochain épisode. Ça, c'est fort. Bon. Merci Yola. Merci pour tout. À bientôt. Ouais, à bientôt. On se retrouve en salle bientôt. Eh ben ouais. Hein, Vous venez d'écouter Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cet épisode fait partie d'une longue série fabriquée à plusieurs. Nous vous parlons depuis nos salles. Chaque salle de cinéma nourrissant ce flux avec sa propre couleur. Au TNB, des critiques, des chercheuses, des artistes viennent évoquer les actrices, réalisatrices et techniciennes qui font notre cinéma de matrimoine. Cinéma sur écoute est lauréat de l'appel à projet Collaborate to Innovate 2021, mis en œuvre par Europa Cinéma et financé par Creative Europe Media de l'Union européenne. Une production Narasson.